Pour ce vendredi 20 septembre 2019, au cours de votre magazine 60 minutes, qui reçoit pour cette soirée M. Norbert Yamba, qui n'est plus trop à présenter, on le connaît, analyste politique de renom, cadre politique et social. Il est enseignant, il a beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, nous le recevons en tant qu'acteur politique parce que la question politique est très dense, elle est abondante. M. Yamba, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. L'honneur est pour nous de vous recevoir pour la troisième fois sur ce plateau de 60 minutes pour qu'on parle Congo. M. Mbamba, vous êtes aujourd'hui cadre politique de l'UDPS, je le sais, après plusieurs piges par-ci par-là, parce que l'expertise faisait appel à vous. M. Mbamba, aujourd'hui dans l'UDPS, vous êtes à l'aise? Ça vous va? C'est un parti qui vous convient? Bien, écoute, d'abord merci pour l'invitation. L'UDPS, que ça me va? Oui, ça me va, pourquoi pas. C'est depuis 1983 que je suis dans ce parti politique. Après plusieurs breaks, vous avez quitté le parti pour aller prester dans d'autres circonstances, dans d'autres structures, pas forcément politiques. Bien entendu, mais écoutez, faire un travail ne suppose pas qu'il n'ait pas avoir une opinion politique. Certes, j'ai travaillé comme consultant pendant une vingtaine d'années. Et souvent, quand je suis consultant, je ne peux pas opérer à ciel ouvert, certes, mais quand même, j'ai toujours été dans mon parti jusqu'à aujourd'hui. Et si je n'ai pas pu véritablement aller ailleurs, c'est que j'éprouve quand même un satisfaction personnel. Quand on était déjà à 83, on ne savait pas qu'il y aurait un pouvoir, on prendrait le pouvoir. On était déjà investi pour se battre de manière que le pays fonctionne par idéal. Et je crois que cet idéal continue véritablement à guider notre action. Et nous croyons qu'aujourd'hui que nous avons la présidente de la République, nous finirons finalement par matérialiser physiquement ce que nous avons mijoté pendant plusieurs années. Yamba Norbert n'est pas parmi les oubliés de l'UDPS, vous l'avez dit vous-même tantôt, depuis 1983, vous œuvrez aux côtés de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, icône de notre politique. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, il y a un gouvernement piloté par l'UDPS. Yamba n'est pas ministre, il n'est pas vice-ministre. N'est-ce pas un regret, n'est-ce pas un oubli, ou bien vos mérites ne sont pas reconnus à leur juste valeur, M. Yamba? Non, écoutez, le pays est grand. Le pays est grand, mais le budget est trop petit. Lorsqu'on donne à l'UDPS 15 ministres sur les 23, qu'on a donné, n'est-ce pas, au cash, c'est très clair que nous sommes des millions et des millions. Lorsque vous regardez les nombres de fédérations qui se trouvent à l'extérieur, chaque pays au moins une fédération de l'UDPS. Au niveau interne, nous avons plusieurs fédérations, nous avons plusieurs intellectuels, nous avons plusieurs personnes qui ont une expérience convaincante. Mais écoutez, nous sommes comme sur un terrain de football. Il y a plusieurs joueurs. Comme il y a plusieurs joueurs, et l'entraîneur, c'est le président de la République. Il sait qu'à ce moment, on peut prendre tel joueur pour qu'il joue au numéro 9. Et qu'à tel autre moment, il pourra prendre tel ou tel pour jouer véritablement le jeu. Et même un meilleur joueur peut rester, n'est-ce pas, à la réserve. Et donc, moi, je pense que le moment n'est pas encore fini. Encore que bon, il ne faudrait pas qu'on puisse s'empêcher de dormir à cause de ça. Parce que lorsqu'on est pendant une trentaine d'années, on n'avait peut-être pas l'idée qu'on aurait la présidence aujourd'hui. Donc laissez faire le président de la République. Je ne voudrais vraiment pas être à sa place, simplement parce que lorsqu'on gère l'abondance dans l'insuffisance, c'est très compliqué. Le moment viendra, l'entraîneur est là, il pourra faire véritablement son intelligence politique pour que chacun de nous puisse véritablement apporter quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que c'est l'occasion maintenant de se partager le butin. Ah non! C'est l'occasion de prouver. Il était quand même temps que ceux qui ont milité, ceux qui ont l'expertise politique, pendant autant d'années, de marquer le point, de marquer l'histoire. Ne craignez-vous pas que l'UDPS rate les coches, qu'il rate les rendez-vous de l'histoire? Si vous échouez, M. Mbamba, 2023, c'est dans 3 ans, tout est galvaudé, il n'y aura pas de remise en question, M. Mbamba. Tout ce que vous dites là, ça fait partie des éléments qui permettent
aux autorités, aux responsables de notre parti de réfléchir et de mettre véritablement le débat sur la table de manière que ce qui est corrigeable soit corrigé. Mais il ne faudrait pas focaliser l'attention sur les postes de responsabilité. Il faudrait plutôt réfléchir pour dire, pendant les 37 ans, quelles ont été nos priorités, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous permettre véritablement de rendre opérationnel ce que nous avons mijoté pendant plusieurs années. Ça sont des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions pour permettre véritablement à ce que nous puissions avancer. Mais je voudrais aussi profiter de cette opportunité, sincèrement, pour dire à ceux qui pensent que Yamba aurait servi à quelque chose. Je m'excuse beaucoup. Tout le coup de téléphone que je reçois, c'est justement pour me dire, mais pourquoi ça? Non. Vous ne savez pas combien vous me faites du mal. Moi, je me suis toujours battu dans n'importe quelle circonstance pour permettre à mon pays de fonctionner autrement. Si nos compatriotes, qui aujourd'hui sont en train véritablement d'assumer des responsabilités, peuvent faire mieux, encore que nous sommes là, quand je fais une émission, c'est justement pour donner mes idées. Ceux qui peuvent en profiter, en profitent. À l'intérieur de mon parti, je peux faire des propositions. Et donc c'est comme ça que nous devons construire des synergies gagnantes. Mais lorsque à tout moment on me contacte, on me parle, comme pour me reprocher, pour regretter par exemple autant d'années que j'ai fait, c'est pas dans mon parti, alors là c'est pas sérieux, vous me découragez, m'encouragez. À vous de mérite qu'on devait utiliser au sein du gouvernement, ça peut être par souci d'efficacité, souci de faire mieux, M. Mbamba, toutes ces personnes qui vous appellent, ils pensent que vous serez là pour contribuer par votre expérience, expertise, votre aura dans la gestion UDPS, ce qui n'est pas le cas. Ça peut être un regret justifié, M. Yamba. Bon, peu importe. Mais quand cela ne tienne, le président reste le seul entraîneur. Et le président a été mis dans une situation où il devrait gérer l'abondance dans l'insuffisance. Il y a des millions n'est-ce pas, de combattants de l'UDPS qui auraient pu véritablement exprimer le même désir que moi pour assumer des responsabilités au niveau des ministères, pour assumer des responsabilités dans n'importe quelle institution. On est nommé. Mais écoutez, lorsqu'il faut se partager un butin qui est très réduit, je pense qu'il y a deux gens qui peuvent toujours être mis à la réserve. Et moi, je crois que je suis le réserve de la République et qu'à tout moment, au regard véritablement de notre background et du profil qui nous caractérise, le moment viendra, encore que le président me connaît personnellement, et qu'à tout moment, je pense que je pourrais être repêché pour servir la République. Donc, et si tel n'est pas le cas, ce n'est pas toujours un problème, ça ne va pas m'empêcher de dormir, parce que ce que je fais, je suis en train véritablement de le faire dans la perspective que les institutions de la République soient performantes. Donc vous êtes un bon joker, le moment viendra, vous servirez comme un bon joker sur le terrain. Mais c'est vraiment du liminaire, pour le dire vrai, c'était qu'une parenthèse que nous refermons, qu'on va rouvrir quand nous parlons le chapitre du parti UDPS, qui est en train un peu de tanguer selon une certaine opinion. On va revenir. Prenons l'actualité, mais c'est Yamba. Aujourd'hui, votre président du parti honoraire, bien évidemment, le chef de l'État Tshisekedi est en Europe, principalement en Belgique, un périple important annoncé avec pompe. Quelles peuvent être les retombées de ces périples, M. Yamba, vous en tant qu'acteur politique et social? Il fait Anvers, il fait Liège, il fait Bruxelles, il fait beaucoup de territoires belges. Les Congolais peuvent attendre quoi de ces périples sur le plan social, sur le plan diplomatique d'abord et sur le plan politique? Le président de la République avait pratiquement trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de renouer avec la Belgique, notre partenaire par excellence, notre partenaire de prédilection, j'allais dire très stratégique, parce que nous avons passé 80 ans de vie commune, et qu'à un moment donné, nous n'étions plus en odeur de sainteté. Il fallait renouer cette relation, il fallait animer cette relation. C'est très important, et je crois qu'il a été reçu par le roi, il a été reçu par le Premier ministre, il a été reçu par plusieurs milliers Belges. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faire une pierre deux coups. Ça veut dire que la Belgique, Bruxelles, c'est le siège des institutions de l'Union européenne. Oui. Et donc, lorsqu'on est à Bruxelles, donc, on peut
rencontré les institutions de l'Union européenne et on est en train véritablement de renouer avec l'Union européenne dans son ensemble. Vous pouvez bien le remarquer, il y a eu quand même des problèmes au regard véritablement de nos relations avec tous ces pays-là. Et donc, il a réussi son coup parce qu'il a réussi véritablement à être réussi à ce niveau-là et à exprimer véritablement le message de notre pays qui était essentiellement focalisé sur le changement de l'environnement. Parce qu'il était beaucoup de pays à travers le monde, ont eu beaucoup de doutes, beaucoup de réserves par rapport aux investissements dans notre pays. Et donc, il fallait apporter un message qui s'apparaît novateur dans la perspective de dire que voilà, les choses ont changé, il y a une alternance, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouvelles idées et nous offrons nos opportunités à tous ceux qui croient pouvoir mutualiser les efforts avec nous. Et troisième chose, le président a amené avec lui des opérateurs économiques. Et vous savez qu'on ne peut résorber le chômage, on ne peut affluer les caisses de l'État que lorsqu'il y a production des richesses. Et pour produire des richesses, il faut qu'il y ait des entreprises. Et donc, la Belgique, au regard de ces entreprises, encore que beaucoup de noms produits, surtout les diamants, industriels comme des joailleries, étaient traités en Belgique, etc. C'était l'occasion, naturellement, de rassurer les uns et les autres. Pour que, véritablement, pourquoi ne pas revenir pour remonter la pente par rapport à ces minéraux de prédilection qui a fait la beauté et la fierté de notre pays. Et donc, tout cela faisant combine montre très clairement que le bilan du président est entièrement positif. Encore que cela draine naturellement les investisseurs belges. Il faudra attendre que le retombé soit réel sur la table des Congolais. Mais vous ne craignez pas que, comme une opinion a tenté de dire il y a 48 heures, que Tshisekedi est en train de tirer à terre, c'est vrai un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi prendre la Belgique? Bien évidemment, ce n'est qu'un siège symbolique, mais le pays le plus important pour prendre l'Europe, c'est l'Allemagne. Pourquoi il n'a pas franchi vers l'Allemagne pour avoir de bonnes garanties économiques? Parce que vous le savez aussi bien que nous, le Congo est dans une urgence extrême. Il faut des solutions rapides. Le Congo est à l'agonie. Mais la Belgique, on estime être un petit pays, une économie pas très forte comme celle de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Pourquoi ne pas aller vers ces grands pays-là, ces mastodontes, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne? Pour faire la Belgique, parce qu'on estime que la Belgique sera très clémente, sera très facile à manipuler, et l'Allemagne sera rigoureux peut-être. Il faut sortir de débat des quartiers. Il faut sortir des ragots des bas étages. Il faut rentrer vers le débat de prospérité. Et les débats de prospérité posent entre l'Allemagne et la Belgique. Le choix pour vous, l'UDPS, c'est lequel? Entre la Belgique et l'Allemagne, si vous choisissez un pays où on peut aller faire des bonnes affaires, on choisirait lequel? Oh là là. Alors si on choisit l'Allemagne et on s'arrête à l'Allemagne et plus aucun pays ne sera plus contacté. Non, mais écoute, arrêtez. C'est le pilote du président de la République. Non, il est dans une vision systémique. En fait. Okay. Le contact du président de la République, ce ne sont pas des contacts essentiellement focalisés sur un pays. Nous avons besoin de mutualiser nos efforts, nos énergies avec tout pays à travers le monde. C'est comme ça qu'il est en Europe. Demain, peut-être il sera aux États-Unis. Prochainement, peut-être en Asie. Écoutez, donc on a besoin de contacter tous ces pays qui pensent qu'ils peuvent coopérer avec nous. Parce que nous avons quelque chose à donner. Et nous avons besoin aussi des hommes et des femmes de pays qui ont besoin de ce dont nous disposons. Et donc, la Belgique, je l'ai dit, c'est faire une pierre deux coups. Non seulement notre partenaire traditionnel, mais c'est aussi les sièges des institutions de l'Union européenne. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, tous ces pays potentiellement forts font partie de l'Union européenne, bien entendu. Et donc, lorsqu'on touche les institutions de l'Union européenne, on cherche véritablement la nécessité d'ouvrir des fenêtres pour aller en contact avec d'autres pays. Et cela se programme. On a programmé la Belgique, demain peut-être ça sera l'Allemagne, le lendemain ça sera la Belgique ou la France, etc. Tous ces programmes, c'est comme ça que dans l'action d'un chef de l'État, il y a ce qu'on appelle un calendrier. Il y a ce qu'on appelle un agenda. Cette fois-ci, c'était l'agenda pour la Belgique. Ça, c'est pas l'Allemagne. Le moment viendra où l'Allemagne, on connaît bien ses capacités économiques, on connaît bien ce qu'il représente en termes de valeur intrinsèque au sein de l'Union européenne. Eh bien, écoute, le président pourrait y aller. Nous avons des représentants de l'UDPS en Allemagne. Je me rappelle bien avec Etienne Tshisekedi,
Nous avons fait plusieurs voyages, n'est-ce pas, à Berlin, et nous avons de très bonnes relations avec le gouvernement allemand. Le moment venu, le président qui était à l'époque le chargé de relations extérieures, il a noué beaucoup de relations avec les responsables allemands, et je crois que le moment venu, les choses vont aller, mais ce ne sera pas seulement l'Allemagne. Demain, ça peut être la Turquie, le lendemain, ça peut être l'Arabie Saoudite. Pourquoi on est allé au Rwanda? Pourquoi on est allé au Burundi? Pourquoi on est allé en Ouganda? C'est partout, tout le pays a un rôle à jouer. Chacun devrait jouer sa partition, et nous avons intérêt véritablement à coopérer avec tout le monde, parce que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. On a besoin du concours de tout un chacun. Mais pensez-vous aujourd'hui, il y a le rond de Belgique qui fait confiance à Félix? Vous le pensez vivement que tout son discours face au roi de Belge, face à Charles Michel, le Premier ministre belge, ce discours-là a été convaincant, il a été compris, il a été entendu, et que les retombées ne vont pas souffrir pour être exécutées. Mais si on m'a passé, on sait, autant que Félix parle, ses opposants parleront, feront comprendre à l'Europe des 28 que l'état des droits, la démocratie, tout ce qui a été dit ne sont pas au rendez-vous. Et vous ne craignez pas qu'il y ait un frein à main après tous ces beaux discours? Vous savez, je me suis beaucoup, je m'intéresse de la géopolitique internationale. Aujourd'hui, il y a toutes ces puissances d'hier sont en situation difficile. Vous savez, la croissance en Europe, c'est zéro. C'est zéro. C'est vrai que ça dépend d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, la moyenne, c'est zéro. Les réserves des pays importants sont importantes. Aujourd'hui, tous ces pays ont besoin d'avoir de partenaires. Surtout ils ont laissé faire les Asiatiques, et vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance économique, elle a beaucoup profité de l'Afrique. Et tous ces pays-là, surtout pour un pays potentiellement riche, 14 minéraux stratégiques du monde, dont il prend la première position, c'est le Congo-Kinshasa. On a besoin véritablement de coopérer avec lui. Et donc tout ce que dit Félix, qui en réalité essayé de prendre ce premier pas en Belgique, ressenti comme un citoyen belge, j'ai dit ressenti, simplement parce qu'il a des affinités, il a vécu longtemps, etc. Je crois que, et il a la communication, il a travaillé. Je me rappelle bien, dans plusieurs occasions, on est en contact avec les autorités belges, et on connaît que Félix est insincère. On connaît qu'il est en train, là, de vouloir poser des actes qui sont susceptibles de redorer le Congo, le blason du Congo, et de refaire confiance à la population congolaise. Et aussi, tout ce qu'il dit, il les respectera lorsqu'il s'agira de signer des contrats avec des partenaires extérieurs. Au-delà, au moins, on est à leur garantie. Et il se battra. Et ils savent quelles sont les douleurs d'enfantement pour y arriver. Et tout cela faisant combine montre très clairement que le discours du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un discours qui passe inaperçu, c'est un discours d'abord cohérent, c'est un discours qui a un soubassement, qui a une fondation, et qui véritablement exprime très clairement la boussole, j'allais dire la vision du Congo aujourd'hui, depuis l'alternance. Mais c'est une question importante. Il est allé à Anvers représenter encore le Congo du diamant, alors que l'Amiba est en souffrance, presque à l'abandon, presque galvaudé, anéanti. N'est-ce pas la mettre la charrue devant le bœuf? Pourquoi ne pas arranger l'Amiba? On laisse l'Amiba à son triste sort, on va à Anvers. Quel sera le retour de la manivelle? On va après Anvers, on viendra refaire Amiba, ou bien on va laisser Amiba et puis prendre tous les diamants, emmener en Anvers. Pourquoi on n'a pas rangé l'Amiba au préalable? Encore une fois, mon frère Jean-Pi, allons vers le débat de prospérité. Mais aujourd'hui, c'est pas la réalité. L'Amiba ne meurt pas. Oui. L'Amiba est en bonne santé. L'Amiba, la minière de Bakwanga, qui était une entreprise experte en diamants. Aujourd'hui, elle est morte. Tout à fait, parce qu'elle a été mal gérée. Et aujourd'hui, les capitaux n'ont pas de nationalité. Les capitaux doivent faire des migrations un peu presque partout, lorsqu'on en a besoin, etc. Vous êtes en train de parler de Miba. Oui. Vous savez que parce qu'il a fait une Mbujimayi n'a de visage que lorsque Miba est en effervescence. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a mis en moule l'Amiba. Il faut qu'on recherche des capitaux pour redémarrer l'Amiba. Vous avez, en tout cas j'avais entendu une fois, qu'on a mis un peu d'argent,
J'ai moi-même fait un petit voyage en Mbuji-Mayi, j'ai visité pas, les agents de l'AMIBA, etc. La situation est catastrophique. Il faut chercher des partenaires, il faut chercher des amis. Quand on les cherche, ce n'est pas pour leur donner l'AMIBA, c'est pour qu'on mutualise les efforts. Il y a des sociétés multinationales. Il y a aussi des entreprises qui peuvent être congolaises, mais mixtes. C'est-à-dire des contributions, des apports extérieurs, mais on rentabilise et on se partage les dividendes. Et nous avons intérêt aujourd'hui, au moment où nous sommes en train véritablement de vouloir marcher, que nous ayons des hommes et des femmes, des entreprises à travers le monde, qui viennent, qui mutualisent les efforts avec nous, et de cette manière-là que nous allons devoir reprendre pratiquement toutes ces entreprises qui sont devenues des canards boités à cause d'une volonté délibérée de groupes de personnes. Donc, ce que fait le président, c'est pas pour dire que voilà, on remet aux Belges. Non, 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 non. Nous ne sommes plus au moment de la colonisation. Nous savons que nous avons des potentialités. Certes, les mauvaises expériences des joint ventures que nous avons assisté avec la GCAMI, etc., peuvent pousser, à des doutes. Mais quand il y a une erreur, quand il y a une leçon tirée sur une session, écoute, on cherche d'autres conclusions qui permettent véritablement de construire des béquilles pour faire avancer la chose. Et donc, ça ne serait plus comme avant. Ça serait véritablement un contrat très clair où il n'y a pas complotation, mais il y aura plus une mutualisation des énergies, une mutualisation des moyens, un grand fonds financier, et ensemble, nous puissions booster l'entreprise et permettre véritablement qu'on puisse avancer. Quand vous allez à l'Équateur, vous allez trouver des grandes entreprises aujourd'hui qui sont mortes, des grandes entreprises. Il y en avait plus de 169 sociétés, EVA, Palmeret, etc. Ces entreprises ne sont pas opérationnelles. Maintenant, on dit qu'il faut relancer l'agriculture. Mais moi, je pense, si j'aurais peut-être un mot à chuchoter à l'oreille, n'est-ce pas, du chef, mais je lui dirais, mais ces entreprises existent. Il y a un socle, il y a une fondation. Il faut refaire ça, mais il faut chercher des partenaires aussi, qui ont des capitaux, qui peuvent investir, et ensemble, on se partage les dividendes. Le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Parlons du diamant de Mbuji-Mayi, du diamant congolais. Il y a 7-8 ans, mais c'est Yamba. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a exprimé le vœu de venir en Mbuji-Mayi, exploiter le diamant avec des capitaux frais, avec moins de conditionnalités. On ne l'a pas entendu, il y a une compréhension. Pourquoi ne pas aller vers ces fonds arabes où l'argent est facile, où il y a moins de conditions, que d'aller vers l'Europe où il y a beaucoup de conditions politiques, démocratiques? Pourquoi on n'a pas tenté l'Asie pour faire vite et faire bien et tuer la torpeur de l'AMIBA aujourd'hui? Vous savez, actuellement, le monde a évolué. La géopolitique internationale a aussi évolué. Les comportements ont aussi évolué. Nous ne sommes plus dans un monde unipolaire. Nous sommes dans un monde multipolaire. Vous arrivez en Amérique latine, vous trouvez des puissances économiques. Aujourd'hui, le Brésil, pratiquement, c'est plus que l'Italie, c'est plus que l'Espagne, Grèce, Portugal, etc. Et donc, le Brésil rivalise avec la France. À un moment donné, il a même dépassé la Grande-Bretagne. Donc, nous avons en Asie, quand vous êtes en Asie centrale, au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou à l'Extrême-Orient, vous avez par exemple des pays comme la Turquie aujourd'hui, qui est une puissance économique. Vous avez des pays comme Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite, etc. Et lorsque vous remontez vers l'autre Asie, vous avez l'Inde, la Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie. Tous ces pays-là ont besoin véritablement d'investir. Et quand vous revenez en Amérique, vous n'avez pas seulement le Brésil, en Amérique latine, vous avez aussi l'Argentine. En Amérique du Nord, vous avez ça parlait des États-Unis, mais vous avez le Canada, vous avez le Mexique, etc. Donc, nous avons aujourd'hui, pour la responsabilité qui est la nôtre, affirmer véritablement notre souveraineté, que nous puissions négocier avec tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent investir dans notre pays, parce que nous avons véritablement des minerais stratégiques, nous avons des ressources naturelles qui sont encore à l'état presque de zéro, à l'état initial, etc. Et on a besoin de tout le monde, des capitaux de tout le monde. Il n'y a pas d'odeur dans les capitaux. Les capitaux sont capitaux. On peut avoir une entreprise qui est formée
avec les Américains et les Chinois, les Indiens, les Saoudiens, n'est-ce pas, les Indonésiens, etc. Donc, les entreprises se forment parce que nous sommes dans la logique de l'intelligence économique. L'intelligence économique nous pousse aujourd'hui, véritablement, d'avoir le feeling économique qui nous permette de rentabiliser, que peu importe la nationalité de la personne, mais quand même que ça vous apporte des capitaux qui produisent des dividendes, et ces dividendes doivent se rétentir véritablement sur les citoyens. Ok, pour clore le chapitre de Félix en Belgique, mais c'est en bas, on va prendre un peu une partie sociale. On laisse transparaître que Félix n'a pas fait unanimité en Belgique. Il y a un groupe de Congolais qui n'ont pas été d'accord avec Félix Tshisekedi. Il y a un groupe de gens qui n'ont pas voulu qu'il soit en Belgique parce que son pouvoir actuel il a répondu au journal Les Soirs qu'il n'est pas marionnette, mais il y a des Congolais qui estiment que Félix ne fait pas unanimité et qu'avant de venir, il devait se soigner sur place au Congo, faire d'abord table rase de son deal que tout le monde est en train de rejeter aujourd'hui. Pensez-vous que tous les Congolais belgiques ont parlé le même langage pour Félix? Et pourquoi cette frange qui n'est pas d'accord avec lui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il n'y a pas un travail en amont pour convaincre, pour dire le chef arrive, il faut l'accueillir, il faut l'écouter? La démocratie est une gestion de contradictions. C'est un droit au désaccord. Lorsque je vois les Congolais, certains sont extrêmement contents de l'arrivée du président. Et d'autres expriment, sont catégoriques, etc. Oui. Ça montre effectivement que cette gestion de contradiction est en vigueur. Et ça montre également que la démocratie est en marche dans notre pays. Certainement, le président de la République l'a bien dit. Il n'est pas simplement le président de ceux qui l'ont élu. Il est aussi le président de ceux qui ne l'ont pas élu. Et toutes ces contradictions doivent être comptabilisées dans la perspective des décisions qui doivent être prises. Donc, au lieu simplement de tenir compte de ceux qui l'ont reçu et qui étaient contents, il faut tenir également compte de ceux qui ont revendiqué. Mais ils revendiquent quoi? Il faudrait que ce soit clair. Parce que tout ce que nous revendiquons doit être articulé, c'est pas dans la direction de prendre une décision stratégique qui permette d'avoir une répercussion sur les gens. Mais alors, on revendique quoi? On revendique la vérité des îles. Mais moi, j'ai suivi dans la salle. On revendique le deal Kabila Tshisekedi qui ne peut pas avoir lieu. Ça, pour être clair, ils l'ont dit, ils l'ont exprimé, que Félix, on est d'accord, mais ces deals-là n'arrangent pas le pays. L'UDPS aurait fait un mauvais choix du partenaire politique. Selon ce qu'on voulait de Bruxelles. Vous savez, on a beaucoup de diplômes dans nos pays. Hein? Beaucoup se déclarent des diplômés. Hein? Encore que trop sont des emboutis fondationnels. Je voudrais simplement, si dans l'hypothèse, en tout cas, j'ai vu ce qu'ils réclament, si dans l'hypothèse que nous ayons, n'est-ce pas, soit, disant, Martin Fayoulou, président de la République, il ferait quoi? On lui demanderait quoi? On lui demanderait quoi? Président Fayoulou, président de la République. Entre-temps, il y a une majorité du FCC au Sénat, majorité du FCC à l'Assemblée nationale, et donc Fayoulou ne serait pas en mesure de former un gouvernement de l'opposition. Il ferait quoi? Entre-temps, la Constitution vous dit, écoutez, en derrière une année, on ne peut rien faire. Il faut attendre une année, un exercice annuel. On fait quoi? Il ferait quoi? Il démissionnerait? C'est cela. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, le pays a traversé une zone de turbulence. Le pays est en difficulté. Nous vivons sous bonbonne. Nous sommes dans un écosystème politique très compliqué, très complexe. Ne cherchez pas des solutions simples à des problèmes complexes. C'est manquer d'intelligence. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons résolu, sincèrement, pour le cas de l'UDPS et son président, que parce que nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée, parce que nous n'avons pas la majorité au Sénat, nous faisons quoi? Nous construisons des relations, un partenariat avec le FCC. Peu importe la qualité de ses élus. Voyez, ça peut vous rattraper demain, mais c'est en bas. Bien entendu. Ce partenariat, il est mal ficelé au départ. En amont, en aval, il y aura des problèmes. Le 2023, c'est dans 3 ans, mais c'est en bas. Bien entendu. Vous y pensez déjà? Nous y pensons. Nous ne sommes pas de gens qui ont pris le train en coup de route. Nous avons travaillé pendant 37 ans et nous croyons que nous avons l'expérience de combat. Nous connaissons les gestes et les gesticulations de l'adversaire. Nous savons identifier qui est l'auteur, qui ne l'est pas, etc. Et nous voyons face à face avec l'adversaire qui est devenu notre partenaire et nous avons la présomption
n'est-ce pas, que le partenaire va se convertir. En plus, ce n'est qu'une présomption, ce n'est pas encore confirmé. Mais c'est ma question par rapport à ces partenariats, ces deals politiques que d'aucuns récusent avec véhémence. Aujourd'hui, il peut y avoir un regret dans le partenariat Cash FCC ou UDPS PRD, vous qui êtes de l'UDPS. Y a-t-il un regret? S'il y en a un, lequel? Non. Lorsqu'un responsable commence à prendre son temps pour regretter, c'est qu'il n'a plus d'intelligence pour générer des stratégies innovantes qui lui permettent véritablement de continuer de défier. Et nous avons pris résolument la responsabilité d'être en partenariat avec le FCC. Nous connaissions qu'il y aurait des douleurs d'enfantement. Mais nous sommes conscients que les hommes et les femmes changent toujours lorsqu'il s'agit de construire la positivité. Et donc, ces douleurs d'enfantement ne doivent pas être à la base de notre regret. Non. Le problème, c'est que le moment viendra où le FCC comprendra au maximum que nous avons intérêt de construire ces synergies gagnantes. Et nous avons intérêt de gagner tous ensemble. Nous avons intérêt véritablement de relever le défi de la pauvreté de notre peuple. Et ça, nous en sommes conscients. Et les indices sont là. Vous savez combien de personnes entendaient qu'il y a un gouvernement composé de personnes qui, à un moment donné, ont laissé des mauvaises traces dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, 70% des personnes qui n'ont jamais été dans les affaires bien connues, etc. Et donc, c'est déjà un pas. C'est déjà, n'est-ce pas, une percée spectaculaire. Et il faut reconnaître véritablement l'action du président de la République. Il faut aussi reconnaître aussi, n'est-ce pas, l'action du FCC qui sait s'adapter, s'accommoder par rapport aux évolutions. Pour combien de temps vous croyez qu'ils sont sincères? Alors, si on va rester... Bon, on va rester... C'est à vous de nous confirmer, c'est en bas. Non. Pensez-vous que vos partenaires sont sincères durant toute la durée du mandat des... Nous, on a combattu le FCC. Nous sommes restés dans l'opposition. Nous étions deux entités diamétralement opposées. Et donc, lorsque nous voulons ressouder les coudes, lorsque nous voulons construire un grand fond politique, sachant qu'il y aura toujours de petits problèmes. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on aura une sorte de conversion, une sorte de déprogrammation mentale, une sorte de décolonisation psychologique. Nous sommes conscients que le moment viendra, ça va se stabiliser, ça va se cristalliser, et tout le monde verra le Congo et les Congolais. Et nous sommes conscients de ça, mais nous n'allons pas partir d'un préjugé en disant ils ont toujours été mauvais, ils resteront mauvais, et donc nous devons prendre une autre attitude. Sinon, alors le pays ne sera pas reconstruit. Il y a un exemple patent qui est très très actuel, mais c'est Yamba, où il y a une opinion acerbe et très véhémente qui a estimé que le chef de l'État n'est pas compris ou bien n'est pas assez accompagné par les ministres Medine PPRD. L'exemple de l'enseignement gratuit et des bases, Bakonga aurait taclé le chef de l'État. Il a dit l'enseignement des bases, première année, 8e année, et Bakonga dit autre chose. Et même au sein de l'IDPS, il y a certains boucliers levés. C'est comme si il y a des pots de banane dans ceux qui Félix fait construire. Par rapport à son succès politique. Soyons positifs. Il y a contradiction, M. Mamba. Le CIECO a dit c'est une contradiction. Les enseignants ont dit c'est une contradiction. C'est que Bakonga a dit, et c'est Félix avait dit au départ. Ne pensez pas qu'il y a un combat politique en sourdine? Attention. Si nous allons tous, et chaque fois tirer des conclusions, à chaque sortie d'un ministre, qui amène une nuance au niveau de l'approche de ce qu'a dit le président, comme étant, comment on dit, la peau de banane. Une nuance balayée par tout le monde et lui il a raison. Bien entendu, il ne peut pas avoir raison. J'ai dit qu'il ne peut pas avoir raison. Mais il peut aussi donner du tonus par rapport à ce qu'il lui pense être vrai. Moi, je considère ça comme étant un problème de communication, un problème de mise à niveau, un problème d'échange et de options qu'il faut lever. Maladresse. Non. Je dis ceci. Non. Je ne voudrais pas qualifier le ministre d'un mauvais artiste ou de jouer un jeu contre le président de la République. Ce que je sais, c'est que le président de la République a pris l'option de se conformer à la Constitution et au loin de la République. Et la loi pour 4, que la loi 4, bien entendu, qui prône, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement de base. L'enseignement de base. Mais attention. Lui, il a été à un moment donné, et il est dans les il est promoteur d'école. Promoteur d'école. L'enseignement de base à l'époque, c'était l'enseignement primaire. Aujourd'hui, avec les réformes, encore qu'il soit suffisamment informé par rapport à toutes ces évolutions, au lieu que ce soit 6 classes, de première, c'est maintenant jusqu'à 8. Là aussi, c'est un problème d'information. C'est un problème d'information. Et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui
que le ministre puisse discuter avec les équipes qui sont à la présidence, qui connaissent la vision du président, qui connaissent, n'est-ce pas, le soubassement de cette idée, n'est-ce pas, du président, pour qu'il y ait justement une compréhension mutuelle. La perspective, c'est qu'ils gagnent tous ensemble. Alors quand le ministre dit que voilà, l'enseignement de base gratuit, et donc les deux classes, donc première et deuxième, Oui. le 7e et 8e, motivation des parents, non. C'est excusez. Vous le défendez trop. Là, il a nuancé. Quand on l'a interrogé sur Top Congo là, pour le premier jour relatif. Mais il a évolué, il faut savoir comptabiliser. Ils ne sont pas concernés et on n'a pas les moyens d'assurer la 7e et la 8e année. La table ronde avant la rentrée scolaire a été très claire. Je sais que l'État a validé les conclusions qu'effectivement la 7e et la 8e sont concernées. On a dit autre chose, Mamba. Là, vous le protégez. Non, je ne le protège pas. Je n'aimerais pas, comme consultant notable de l'UDPS aujourd'hui, donner la portée à ouvrir des fenêtres de conflit du président de la République. Je ne voudrais pas. On a autre chose à faire. Il a été contredit par bien entendu, il a été contredit, mais ce n'est pas la décision de Bakonga qui va être réalisée. Et donc le président de la République et le président de la République, et Bakonga est appelé à exécuter la vision du président. Et s'il peut s'expliquer en disant « je n'ai pas été suffisamment informé », on le lui dira et ça va avancer. C'est un peu comme on l'a dit. On le lui pardonnera. Et puis si on ne demande pas de pardon, alors on va commencer à arrêter tout le monde. Et nous ne sommes pas dans ce schéma-là. C'est un schéma qui a été établi à la fois par les régimes passés, par les rebelles, etc. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous croyons que chaque Congolais peut dire ce qu'il pense, encore qu'il y a harmonisation. Et sous base de cette harmonisation, on peut faire avancer la chose. Ok, mais c'est un moment, parlons un peu de votre parti, l'UDPS. Il y a des gens qui estiment qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir, il est ivre de pouvoir et le parti est sans gouvernail. Le gouvernail est sans commandant compétent. Le parti est en train de tanguer. On parlerait de vous en bas, de Joseph Moukendi pour diriger le parti, mais vous êtes à la traîne. Il y a des mains presque inexpertes qui dirigent le parti. Ne pensez-vous pas qu'au terme des 3 années qui nous restent pour Félix au pouvoir, que le parti soit dans la rue demain? Vous ne craignez pas cela? Estimez-vous qu'aujourd'hui, le parti est entre de bonnes mains, ou bien l'opinion qu'il a dit n'a pas raison? Non, mais écoutez, d'abord vous avez utilisé un concept impropre. Félix Tshisekedi est ivre du pouvoir. Arrêtez. C'est de manière figurée. C'est de manière figurée, okay. Mais c'est Mamba. Concédez-moi cela. Ouais. Figuré pour dire qu'il est trop occupé à diriger le pays et le parti qu'il a amené au pouvoir, il l'a abandonné. Ok, il y a nuance au niveau de l'approche. C'est que très clairement, si le président de la République, tout en étant président de la République, se disait, bon, écoutez, il reste président de l'UDPS. Tout le monde allait crier. Il y aura n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui n'accepteraient pas cette façon de faire les choses. Certes, nous avons eu toujours à la même occasion, n'est-ce pas, le secrétaire général, Kabound, qui est devenu finalement le président du parti, n'est-ce pas, a été aussi un signe de fonction publique. Il ne peut pas revenir au parti de manière... Mais il y a une équipe aujourd'hui. Il y a une équipe en dehors du président lui-même, qui a un cabinet, qui travaille. Il y a aussi le secrétaire général, Kabouyan, qui a été nommé. Écoutez, vos questions sont des questions très sensibles. Et des questions qui poussent à ce que nous puissions avoir des problèmes entre nous. Parce qu'aujourd'hui, Kabouya est là. Plutôt des solutions. Bien entendu, Kabouya est là. Il y a beaucoup de gens qui sont partis du secrétariat général. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont partis du secrétariat général, nous désignés, je ne sais pas qui, ministre par là, président par là. Alors, maintenant, le secrétaire général est en train de travailler pour refaire le secrétariat national. Et je crois que le moment venu, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui seront désignés pour remplacer ces gens. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui puisse individuellement se déclarer plus intelligent, plus sage, plus compétent, plus expérimenté. La force, le leadership aujourd'hui, ce n'est pas un individu, ce n'est pas le leader. Le leadership, c'est l'ensemble des citoyens qui sont dans un système et qui rendent le système qualitatif. Et donc, le leader n'a que la capacité d'entraînement,
de catalysation, n'est-ce pas, pour permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur génie, leurs imaginations, leur esprit de créativité, etc. Et donc, nous avons besoin d'avoir une bonne ceinture au sein du secrétariat national, encore qu'il faut qu'on donne au secrétaire général la possibilité de réorganiser le parti, parce que nous avons beaucoup de cadres assument des fonctions publiques. Je crois que le moment est venu. Mais alors, dire que tel ou tel, il n'y a que l'UDPS, au travers ces dispositions statutaires, qui peuvent dire c'est Yamba Yamba ou c'est Mukendi. Mais maintenant, c'est l'UDPS qui désigne Kabouya. C'est que Kabouya, aujourd'hui, est notre chef, et nous sommes tous à laquelle il est pour que, véritablement, le parti avance. Si il est là, eh bien, écoutez, Mukendi est là, tout le monde est là, on peut toujours lui présenter des propositions, etc. Il n'y a pas un chef qui seul, lui, est inspiré de Dieu et qui puisse prendre des décisions. Nous sommes là, de temps en temps, quand il y a quelque chose, on lui fait une proposition, et c'est lui qui, véritablement, assure le leadership. Vous n'avez pas l'impression que tout le monde est focalisé vers le pouvoir, vers la gestion du pays, et le parti est en train d'être orphelin des intelligences, des compétences, de l'expertise. Et c'est important de préparer 2023, mais c'est en bas. Nous sommes à 3 années et quelques mois de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Estimez-vous qu'aujourd'hui, l'équipe qui est dans votre parti, elle est compétente pour que dans 3 ans que vous remplissez? Mais je vous ai dit qu'il y a une réorganisation. Cette réorganisation... Ça temps, mais mais non, ça ne peut pas prendre du temps. Le temps n'attend pas. Ça ne m'a fait en 3 ans. Mais écoute, combien de personnes, les personnes qui sont nommées aujourd'hui comme ministres, etc., ça fait combien de temps? Et vous avez suivi le secrétaire général. Lorsqu'il dit, écoutez, il y a des contributions de tous ceux qui sont non nommés. Il faut rassembler l'argent. Lorsque vous voulez faire une implantation géographique de la République, eh bien écoute, il faut avoir des moyens. Mais nous avons besoin d'avoir la contribution de tous ces gens-là. Mais il faut leur donner le temps. Il faut donner le temps au temps. Et le moment venu, le secrétaire général pourra réorganiser en désignant des hommes et des femmes qui sont capables véritablement d'assumer leurs responsabilités. Parce que nous ne sommes plus à l'opposition, nous avons besoin d'avoir plus d'intelligence politique pour que nous puissions nous maintenir au pouvoir. Et ça, il est conscient des enjeux. Il est conscient du défi qui est le nôtre, y compris le président de la République, qui est notre autorité morale, y compris le président intérimaire, qui est le président Kabound. Donc, tout cela faisant commune, nous ne voulons pas qu'il y ait des querelles. Nous ne voulons pas qu'il y ait confrontation. Nous ne voulons pas qu'il y ait des choses qui puissent indisposer telle ou telle personne. Nous avons besoin. Mais s'il y a la vérité, il faut le dire. Mais c'est bien entendu. Pour trouver des solutions. Oui, s'il y a l'incompétence, s'il y a l'inefficacité, il faudra en parler pour trouver des solutions idoines et sauver les partis. Si Rémy est en train de tanguer. Je suis évaluateur. Quand vous dites incompétence, je n'accepte pas. Quand vous parlez inefficacité, là, ça peut s'expliquer. Et parce que le nombre de personnes qui étaient destinées à pouvoir véritablement gérer le parti, c'est pas tout le monde qui est là. Il y a ceux qui sont partis. Il faut refermer véritablement tous ces trous. Encore qu'il faut un réarmement, n'est-ce pas, de l'équipe, etc., pour booster le parti. Et je crois que le secrétaire général ne dort pas et il travaille. Et je crois que le moment venu, l'équipe sera au rendez-vous et nous devons travailler. Les 3 ans là, pour nous, c'est déjà beaucoup parce que nous savons comment on est organisé. Nous connaissons que nous travaillons malgré les difficultés. Nous connaissons que nous sommes dans la mémoire collective de notre peuple et qu'aujourd'hui, plus que jamais, un minimum de temps nous permettra véritablement de booster. Aujourd'hui, l'opinion est scandalisée. Il y a une classe politique aujourd'hui qui est déçue de Félix, qui estime que monsieur le chef de l'État a fait de Mike Mukebai son premier prisonnier politique. C'est lui qui a tant fait pour l'UDPS quand il était journaliste. Il a défendu le vieux Étienne, il a défendu Félix. Il est aujourd'hui incarcéré parce que le chef d'État aurait préféré qu'il soit là où il est aujourd'hui. Et c'est cette opinion-là a raison d'indexer le chef de l'État quand Mukebai est en prison aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai horreur. J'ai horreur parce qu'il y a trop d'incantations. Il faut sortir véritablement des incantations. Imaginez-vous, non, c'est la réalité, là, Mukebai est en prison. J'ai entendu quelqu'un qui cherchait un passeport en Europe. L'homme le plus farouche, c'était, je prends l'exemple de Katumbi qui devrait venir, etc. Lui au moins il a eu le passeport. Et puis bon, son collaborateur. Sur fond des pressions extérieures des pays. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Non. Moi, nous on n'est pas des souverainistes incantatoires. Nous sommes des vrais souverainistes qui pensent qu'il faut un leadership qui change et qu'il faut qu'il y ait une gestion qui se fasse autrement.
Et donc, lorsque vous dites que Félix a agi sous base des pressions extérieures, moi je vous dis non et non, c'est dénué de tout fondement. Il l'a fait parce qu'il voulait montrer véritablement. Le Quai d'Orsay a parlé. Le Quai d'Orsay a parlé avec son chef de l'État, a octroyé à Moïse Katumbi son passeport. C'est une des pressions, douce soit-elle, c'est une pression, mais c'est un Mon cher ami, le monde est en train de changer. Notre génération, votre génération doit évoluer. Quai d'Orsay a parlé. Vous voyez ce que cela représente en termes d'indices psychologiques. Hein. Donc, on est encore toujours esclave. Non, non, c'est pas sérieux. Nous sommes un pays, nous avons des potentialités. Aujourd'hui, l'Afrique est présumée être le meilleur pays. Parce que la tendance générale, en 2100, il faudrait que ce soit les États-Unis d'Afrique. En 2063 d'ailleurs, déjà, nous aurons les États-Unis d'Afrique. Et on va continuer comme ça. Quai d'Orsay a parlé. Le Pentagone a parlé. Non, il faut arrêter. Il faut qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsque Quai d'Orsay avait parlé, et Joseph Kabila était là, il aurait pu accepter ce que Quai d'Orsay a parlé pour faire revenir Moïse Katumbi. Non, 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 mon cher ami. Il faut savoir comptabiliser le point positif d'un homme. C'est Félix Tshisekedi qui arrive, qui estime que Katumbi a un rôle à jouer dans ce pays. Et qui a décidé, de manière unilatérale, pour qu'il puisse revenir, on donne le passeport. Mais alors quand on dit non, Félix n'a pas donné le passeport à son collaborateur, moi je dis arrêtez, le président de la République doit aller jusqu'à chercher le passeport pour un collaborateur. Revenons à la question de Moukébaye qui serait incarcéré parce qu'il y a une volonté politique au sommet de l'État pour qu'il soit incarcéré. Non. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Moukébaye, là où vous êtes, salutations mon frère. Nous vous aimons beaucoup. Vous avez démontré tout au long de votre combat que vous étiez avec le peuple congolais. Et vous avez mené un combat d'une grande intelligence. Mais les 8 derniers mois, vous commencez à y mettre un peu d'émotions toxiques. Et pourtant, vous êtes censé être véritablement un rempart, un ascenseur. Vous avez, n'est-ce pas, un langage, vous avez une intelligence, un franc-parler qui puisse indisposer beaucoup de gens. Vous aurez pu véritablement prendre des dispositions pour ne pas tomber dans les erreurs, parfois visibles et flagrantes. Mais aujourd'hui, on l'a poursuivi, mais il ne faut pas donner l'impression que le président de la République devienne le maréchal Mobutu, qui est au-dessus des cours et tribunaux. Il ne faut pas non plus fabriquer un président dictateur, et surtout pas Moukébaye. Vous voulez vraiment que le président Tshisekedi se rabaisse jusqu'au niveau véritablement d'aller, parce que Moukébaye c'est un problème. Son rival, c'est Martin Fayoulou, c'est Jean-Pierre Mbemba, c'est Moïse Katumbi, etc. Ces gens-là circulent librement. Et donc le président de la République, qui craint que son régime sera déstabilisé par Moukébaye, il faut arrêter de conneries. Mais le problème qui est ici, c'est que lorsque Moukébaye, qui est devenu non seulement journaliste, mais un homme politique, lorsqu'il veut dire des choses, il faut qu'il les dise en y apportant des nuances pour ne pas donner libre cours à ses ennemis, mais pas le président de la République. Écoutez, ce n'est pas le président de la République qui l'a convoqué. Combien de fois on a interpellé les gens ici et le président de la République se posait des questions. Pourquoi? Non, ce n'est pas l'UDPS, nous ne changerons pas. Vous pouvez tout nous combattre, vous pouvez tout nous qualifier comme vous voulez, mais nous ne changerons pas. Nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour que le droit de l'homme soit respecté, pour qu'on crée un état de droit, où les libertés individuelles et collectives seront respectées. Ici, il s'agit d'une question de justice. Chacun doit jouer sa partition. C'est cela, véritablement, le système, la mise en place d'un système de surveillance mutuelle. Entendons, voir ce que la justice va se prononcer, mais nous sommes en solidarité avec Marc Moukébaye. Encore que ça lui donne des leçons. Hier, il a été même emprisonné. Il est ressorti. Et généralement, dans beaucoup de sociétés, lorsqu'on entre en prison, on ressort, on change quand même de comportement, on change d'attitude. On ne devient pas au service de personne, mais on est là pour prendre des positions qui vous permettent de consolider et d'affirmer votre citoyenneté responsable. Mais on ne peut pas aller dans les sens des injures, dans les sens, n'est-ce pas, de taquiner les gens. Il y a des faibles esprits, il y a aussi des personnes qui n'acceptent pas généralement pas ces choses. Si Félix peut écouter, même des personnes qu'il a fait sortir de prison, l'insulter, les considérer comme un dindon de la farce, c'est pas n'importe qui accepterait cela. Et donc, les gens qui ont accusé Mike Moukébaye sont connus.
Mais il ne faut pas insérer le président de la République sur des questions de bas étage, sur des ragots des quartiers liés, de poser des questions qui relèvent véritablement de la prospérité. Monsieur Yamba Yamba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De votre disponibilité, de vos réponses, de votre éclairage, en espérant que l'opinion, pas seulement de l'UDPS, l'ensemble du Congo a été édifié et que dans les prochains jours, vos propos auront gain de cause. Merci bien, merci pour l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt de pouvoir aider notre peuple à avancer. Et pour aider notre peuple, il faut dégonfler des tensions, il faut dégonfler les velléités, il faut dédramatiser les relations politiques. C'est ensemble que nous devons véritablement prendre la boussole et réussir notre pari. Merci à vous, merci également à toute l'équipe technique qui a coordonné cette émission, Serge Makosoku, Parbola et Rodi Louadio. Nous vous disons merci, le rendez-vous est pris le vendredi prochain.